La Suisse est ce voisin bienveillant dont on connaît surtout les nombreux clichés. Pourtant, la Confédération est loin de manquer de relief, comme en témoignent ces fameux massifs alpins appréciés des skieurs, mais aussi et surtout une culture nationale foisonnante et complexe, riche des influences de ses cousines allemandes, italiennes et françaises. Mais fière de son indépendance, la Suisse demeure unique en son genre. Ses villes et vallées alpestres ont été à l'avant-garde de l'écologie et du respect de la nature, à commencer par leurs magnifiques lacs qui parsèment le pays. D'une rive à l'autre, on peut encore aujourd'hui mesurer la splendeur d'un passé médiéval au trésor d'histoire et de légendes. Située en plein cœur de l'Europe et nichée entre les Alpes et le Jura, la Suisse trouve l'un de ses emblèmes dans le canton du Valais. C'est en empruntant le train du Gornergrat au départ de Zermatt que l'on découvre le Cervin en majesté. Plus connu dans le monde sous le nom allemand de Matterhorn, ce sommet dressé à 4478 mètres d'altitude a fasciné des générations de grimpeurs. Les trains à crémaillère sont une spécialité suisse. Celui-ci rejoint la plateforme du Gornergrat à 3100 mètres d'altitude. Au loin, d'autres sommets mythiques enrichissent le panorama. Le Breithorn et le Mont Rose qui s'élèvent à 4634 mètres d'altitude. On a beau s'éloigner pour monter au sommet du Rothorn, l'imperturbable Cervin domine le paysage. Les pentes de la Sunega nous guident vers le hameau de Findeln, où d'anciennes fermes ont été rénovées en restaurant, comme l'emblématique Chevroni, où l'on vient profiter des terrasses bien exposées. Autrefois, les familles de Zermatt venaient passer l'été dans ces maisons en bois de mélèze foncé, où leur bétail profitait d'excellents pâturages. Chaque jour, le lait était transformé en fromage ou transporté et vendu au village. Longtemps, Zermatt n'était qu'un petit bourg bucolique. Mais en 1891, l'arrivée du train en bouleverse la vie, l'économie et le décor. Le village devient l'une des plus fameuses stations de sport d'hiver des Alpes. La centaine d'hôtels érigés ne doit pas nous tromper. Zermatt reste un village agricole, comme en atteste la ferme de Paul Julen. Ici, les vaches sont bichonnées. Des haut-parleurs diffusent la radio locale, ce qu'elle semble apprécier. Le mouton à nez noir du Valais est une pure race indigène, dont la laine abondante est adaptée à la rigueur du climat. Il faut tout de même raser les bêtes 2 fois par an pour les alléger de cette encombrante toison. Plus facile à dire qu'à faire. Cette véritable gymnastique nécessite 3 personnes pour s'occuper d'un seul mouton. Dans le centre-ville, Retogoba transforme en yaourt et en fromage le lait frais dont il s'approvisionne chaque jour à la ferme de Paul Julen. À partir de 600 litres quotidiens qu'elle reçoit, puis 200 litres de yaourt. Le lait provient des 14 fermes que nous avons encore dans les environs, qui regroupent une quarantaine de bêtes. Il s'agit de petits volumes, mais ils nous apportent le lait dont nous avons besoin tous les matins. Juste à côté, Paul affine les meules, pour l'essentiel des fromages à raclette, qui vont être brossés pendant 3 mois. Ils sont à peu près déjà sèches. Alors je les déplace ici. Effectivement, l'environnement dans lequel nous travaillons est plutôt bon. Nous avons aussi les quelques 150 hôtels qui sont des clients potentiels. Et oui, on peut dire que c'est une chance que de travailler ici.
Le cimetière accueille les 500 alpinistes qui ont perdu la vie dans le Cervin depuis la première ascension le 14 juillet 1865. Les sommets voisins tels que le Weisshorn ou le Mont Rose ont aussi fait leur lot de victimes. Edgar Whymper, le premier à avoir vaincu la montagne, est révéré d'une stèle au pied d'un autel qui porte son nom. Forte de sa réputation, la capitale suisse de l'alpinisme s'est peu à peu muée en station de ski. Depuis la construction de son premier téléphérique en 1898, Zermatt est devenue la 3e destination touristique du pays. Derrière les boutiques de la rue principale palpite un cœur historique où fourmillent les masos. Ces petits chalets charmants, burinés par le gel et le soleil, servaient autrefois de greniers. Direction le plein centre du pays, vers un lieu qui réunit en un coup d'œil tout ce que l'on peut rêver de la Suisse, les lacs, la montagne et la forêt. Pour y accéder, il nous faut de nouveau emprunter un train à crémaillère, et pas des moindres. Celui-ci est connu comme l'un des plus raides au monde. Le téléphérique est une bonne alternative pour atteindre le sommet du mont Pilate à près de 2000 mètres d'altitude. L'arrivée révèle une vue exceptionnelle sur tous les lacs de la région, comme celui des 4 cantons, parfois appelé le lac de Lucerne, où il débouche. Ce chef-lieu du canton est considéré à juste titre comme l'une des plus belles villes du pays. La rivière Reuss qui la traverse est parsemée de ponts en bois devenus indissociables de l'image de la cité. Le Kapellbrücke en est l'un des plus importants. Construit en 1333, il a dû être restauré après un incendie survenu en 1993. Dans la charpente de la toiture, on peut encore apercevoir des panneaux triangulaires peints à l'huile au XVIIe siècle. Aujourd'hui, Lucerne profite de sa proximité avec l'énergique Zurich, mais doit surtout son dynamisme à son attrait touristique endurant. Il faut dire que la ville compte pour parrain des artistes brillants comme Goethe ou Wagner, et des personnalités aussi prestigieuses que la reine Victoria, qui en ont fait de telles louanges que leur publicité perdure encore aujourd'hui. De l'autre côté du lac de Lucerne, la ville de Zug prospère paisiblement. À première vue, le décor est typique de la région. Une cité entourée de montagnes et nichée au bord de l'eau. Mais nous sommes ici dans le canton le plus riche de Suisse, l'un des pays les plus fortunés du monde. Zug est la capitale mondiale du courtage des matières premières. Le site était déjà occupé par une peuplade celte avant l'invasion romaine. La puissante famille des Habsbourg, propriétaire de la ville à partir de 1273, s'en est ensuite disputé le contrôle avec la Confédération à plusieurs reprises. Zug n'a retrouvé son autonomie qu'en 1803. En cette fin d'été, une atmosphère inhabituelle se répand sur les berges du lac. La ville s'apprête à accueillir un des événements traditionnels les plus célébrés du pays, la grande épreuve de lutte à la culotte. Le festival s'ouvre sur un grand défilé, véritable page d'histoire animée de la cité. Comme dans toute fête helvète, cloches et sonnettes font partie du spectacle. Sur la rive opposée, des milliers de personnes venues de tout le pays se dirigent vers un gigantesque stade éphémère. Près de 56 000 visiteurs sont installés depuis les premières heures de la matinée. Les gradins sont découpés en secteurs qui voient se regrouper les supporters d'une même région. La lutte à la culotte, devenue aujourd'hui la lutte suisse ou en allemand la Schwingen, prend pour origine une pratique festive de garçons de ferme. Ces rencontres de luttes alpestres avaient lieu l'été, accompagnant la célébration des alpages. Ne subsiste aujourd'hui du folklore qu'une solide culotte en toile ou en cuir.
Les fermiers, eux, ont laissé place à de solides gaillards bien entraînés et même professionnels pour certains d'entre eux. Le but du jeu est simple, plaquer au sol et sur le dos son adversaire. Retransmis en direct à la télévision suisse, ce tournoi connaît chaque année un étonnant succès. Les grandes équipes sont menées par des entraîneurs aux techniques bien rodées. La différence, c'est de rentrer dans le rond avec un esprit gagnant et puis être sûr de gagner en rentrant sur le rond. Et tirer sa prise directe pour gagner, c'est ça qui fait la différence. Et être à 200%. Autre particularité de la manifestation, les gagnants repartiront avec des prix en nature. Cet énorme taureau de grande valeur exige d'atteindre le podium. Les places d'honneur auront, elles, droit à des vaches. En marge de la compétition, les plus vigoureux peuvent aussi se mesurer au lancer de pierre, qui pèse tout de même plus de 80 kg. C'est un sport de professionnels. Ils sont des sportifs d'élite et ils sont sponsorisés et ils sont à 100% là-dedans. Tout près, les berges du lac de Zurich sont largement colonisées par de belles propriétés. La Limmat traverse la ville et en visite le vieux quartier, évocateur d'un passé lointain qui a vu la cité être fondée bien avant l'arrivée des Romains. Tout au long de son histoire, l'actuelle capitale financière du pays a toujours fait l'objet d'enjeux politiques et économiques majeurs. Vitrine de prestige, les bâtiments historiques ont été parfaitement restaurés. La célèbre église Grossmünster, édifiée vers 1100 sous l'empereur Charles III le Gros, n'a pas pris une ride. Le centre-ville est animé, mais cultive une atmosphère feutrée de bonne aloi. Les badauds y dégustent des chocolats dans de confortables salons ou sur les terrasses ensoleillées. Vallée alpine de Suisse alémanique, la Lauterbrunnen dévoile un paysage exceptionnel. Elle invite de part et d'autre quelques-uns des sommets les plus hauts et les plus renommés du pays. Pour accéder au pic, on embarque dans un téléphérique qui s'élève le long d'une paroi vertigineuse, parfaitement synchronisée avec une seconde nacelle en provenance du village de Muren. Perché sur la falaise à 1650 mètres d'altitude, Muren n'est en effet qu'une première étape de l'ascension, bien que la vue sur l'Eiger y soit déjà magnifique. C'est en atteignant les derniers tronçons du téléphérique du Schlitthorn que l'on commence à prendre conscience de l'immensité du spectacle qu'offrent les hauteurs. À près de 3000 mètres d'altitude, nous découvrons un extraordinaire panorama à 360 degrés sur les Alpes. Plus bas, on peut apercevoir la ville et le lac d'Interlaken. Rien de plus impressionnant que cette fière succession de sommets de plus de 4000 mètres. L'Eiger à gauche, ensuite le Mönch et l'incomparable Jungfrau monte, elle, à 4158 mètres. Lorsque les conditions sont réunies,
skier du Schittorn vers la vallée est une vraie bénédiction. De l'autre côté de la gorge de Lauterbrunnen, la station de Wengen n'est accessible qu'en train. Le village est niché sous d'imposantes falaises, près du fameux Lauberhorn, qui accueille chaque année une descente légendaire de la Coupe du monde de ski. Destination prisée des Britanniques au siècle dernier, Wengen a conservé à travers le temps le cachet de l'authenticité. Certains de ces chalets datent du XVIIe siècle. Plus haut, le village de Kleine Scheidegg abrite la gare de départ des trains à destination du sommet. C'est un véritable exploit qu'ont accompli en 1912 les ouvriers qui ont posé sur 10 km les rails de cette ligne ferroviaire la plus haute d'Europe, traversant de part en part l'Eiger pour enfin atteindre la plateforme de la Jungfraujoch, juchée à 3454 mètres d'altitude. C'est à la fois la gare ferroviaire la plus haute d'Europe et la ligne avec laquelle on arrive le plus haut. Il y a aussi cette plateforme à l'arrivée sur le glacier à partir de laquelle on a une vue exceptionnelle par beau temps, d'où on aperçoit l'Allemagne et aussi la France. La majestueuse Jungfrau trône à 4158 mètres. À ses pieds s'étend le glacier d'Aletsch, le plus grand des Alpes, fort de ses 22 km de long. 9 des sommets qui l'entourent pointent à plus de 4000 mètres. Comme tous les glaciers alpins, il est menacé et souffre de l'émission des gaz à effet de serre, qui lui ont fait largement perdre du terrain depuis plus d'un siècle. Sous la plateforme d'arrivée règne une ambiance douce et mystérieuse. De larges galeries ont été creusées au cœur de la glace pour héberger des œuvres éphémères. Plus bas dans la vallée, Interlaken s'érige entre les eaux des lacs de Brienz et de Thun, qui bénéficient du décor majestueux de tous ces massifs. Aux abords de son lac, la ville de Thun est dominée par un château qui témoigne de la puissance du duché de la région au XIIe siècle. Long de 18 km, le lac est une étape incontournable de nombreux oiseaux migrateurs, formant un écosystème important dans l'équilibre du pays. Un peu plus au sud, le château d'Oberhofen apporte une touche baroque à ce tableau alpestre. En délaissant les rives du lac pour rejoindre Uttendorf, nous visitons la maison Gusset, qui perpétue la tradition artisanale de la fabrique de cloches à vaches. Ces belles unités d'apparat sont réservées aux fêtes et montées aux alpages. Tout est fait main selon un savoir-faire immuable, transmis de génération en génération. Les moules sont confectionnés à l'aide d'un sable riche en quartz, sans aucun produit chimique ajouté. Nous sommes la 9e génération à faire ce travail. Cela fait donc un bon moment, 200 ans environ. Une fois le moule bien tassé, les décorations et le lettrage qui apparaîtront sur la cloche sont incorporés. Il s'agit d'une opération minutieuse. Le gabarit est prêt. Ce mélange de 80% de cuivre et de 20% d'étain est porté à 1280 degrés.
Il faudra attendre une bonne vingtaine de minutes pour pouvoir retirer la cloche de son moule. L'instrument n'est encore qu'à l'état brut, la phase de finition va lui donner tout son éclat. Nous produisons entre 30 à 40 cloches par jour. Ça veut dire sur une semaine, cela représente 150 unités ou encore 1500 à 1600 cloches par an. Placée sur un tour, la cloche est longuement polie afin d'obtenir un brillant ardent, dont la tonalité sera ensuite ajustée. Pour couler les cloches, nous utilisons environ 8 tonnes de bronze par an. Ornés de leur collier en cuir, ces petits chefs-d'œuvre sont maintenant prêts à l'emploi. Nous prenons la direction du canton de Fribourg pour gagner la ville de Gruyère, logée à une altitude d'environ 800 mètres. La commune occupe une position remarquable sur un éperon rocheux qui domine la vallée de la Sarine. Son château fort, dont la construction s'est étalée de 1270 à 1476, hébergeait autrefois les comtes de Gruyère, qui contrôlaient les vallées des alentours. La ville est bien sûr connue pour la fabrication du fromage du même nom, mais elle brille également dans la production d'une denrée emblématique du pays, le chocolat. La chocolaterie de Richard Uldry s'est replongée dans les racines d'un produit authentique. Le chocolat suisse est une référence, il faut remonter au 19e siècle. C'est à ce moment-là que la machinerie a été créée pour la fabrication du chocolat. On a également en Suisse créé le chocolat au lait en ajoutant de la poudre de lait dans la fabrication du chocolat. En 1879, Rudolf Lindt a inventé le chocolat fondant. Il a également inventé une nouvelle machine qui s'appelle la conche, un nouveau processus pour la fabrication du chocolat qui a rendu le chocolat fondant en bouche et qui a vraiment dégagé des arômes qu'on n'avait pas auparavant. Si on se réfère au chocolat d'aujourd'hui, c'est principalement la qualité des matières premières utilisées pour la fabrication du chocolat qui va donner un chocolat suisse excellent et particulier. On passe d'une vallée à l'autre pour découvrir Charmey, le village voisin où chaque automne se célèbre la des Alpes. La fête honore les familles de paysans et leurs troupeaux qui redescendent des alpages après 4 mois passés en altitude. Qui défile actuellement au centre de Charmey. Cette rindia, comme on le dit en patois, est aussi l'occasion de réunir tous les producteurs de fromage et artisans locaux. Les cloches de la maison Gusset sont à l'honneur. Saluez au lac de la Gruyère, dans la fraîcheur de ton bassin, nous admirons ton nom de calcaire, sans oublier où vont glisser tes eaux, sans oublier où vont glisser tes eaux.
En quelques battements d'ailes, nous apercevons déjà les rives du lac Léman dans le canton de Vaud. Vevey y est devenu au fil des ans le cœur battant de la viticulture suisse. La présence du lac rafraîchit les températures l'été et les adoucit l'hiver. Les coteaux de Lavaux qui surplombent le bassin produisent des vins renommés. Dans le domaine Vannaz, les vendanges viennent de débuter. Élevées en biodynamie, les vignes sont récoltées selon la maturité des cépages. Et ici, on est évidemment dans le berceau du Chasselas. Donc on fait évidemment beaucoup de Chasselas, qui est notre trésor régional. Une viticulture rhodanienne au bord du lac Léman. Le soleil, le reflet du lac, la chaleur des murs. Et puis on est au bord, évidemment, ce reflet du soleil dans l'eau de la plus grande réserve d'eau douce d'Europe. Une fois cueillies, les grappes sont acheminées vers le pressoir. On est dans un des plus vieux domaines de la région. La maison Les Vignes, à peu près entre le XIIe et XIIIe siècle. Voilà. Donc un témoin vivant, intact, entier, qui a traversé presque 1000 ans de viticulture sur les bords du lac Léman. Plus haut, sur le littoral, il fait bon vivre à Lausanne, la capitale du canton de Vaud. Les immenses jardins et vignes à flanc de coteaux évoquent douceur et sérénité. La cathédrale est un des monuments emblématiques de la ville. Construction gothique la plus imposante du pays, Notre-Dame fut consacrée au XVIe siècle au culte protestant. Sa rose médiévale aux 105 médaillons en est le joyau le plus précieux. La place de la Palue accueille la fontaine de la Justice, l'un des 300 points d'eau potable de la ville. Tournée vers l'extérieur, Lausanne a reçu le titre de capitale olympique en 1994. Le siège du CIO, le Comité international des Jeux, s'y est installé dès 1915. Le lac Léman est une véritable petite mer intérieure, où l'on pêche des poissons savoureux comme l'omble chevalier, apprécié des grandes enseignes. On y navigue confortablement entre Lausanne et Genève. Construit en 1891, le jet d'eau du Léman est le symbole de Genève, dont il fait la fierté en se propulsant à 140 mètres de hauteur. Début décembre, la vieille ville vibre aux couleurs et aux sons de la fête de l'escalade. Les locaux célèbrent la victoire des Genevois sur les troupes du duc de Savoie Charles-Emmanuel Ier, qui échoua dans sa tentative d'investir la cité en escaladant ses murailles dans la nuit du 11 au 12 décembre 1602. Plus de 800 bénévoles interprètent avec réalisme des tableaux de l'époque dans les différents quartiers historiques de la ville, participant ainsi au plus grand défilé costumé d'Europe. C'est liberté, c'est franchise, et sa glorieuse renommée. Vive Genève, vive les Suisses.
Quittons le canton de Genève pour rejoindre le Jura suisse et son village de Bovresse, situé dans le Val de Travers, non loin du lac de Neuchâtel. Nous sommes ici en plein cœur du pays de l'absinthe. Ce mélange de plantes aromatiques distillées a connu au XIXe siècle un vif succès en Suisse et en France. Bannie de l'Helvétie en 1910, l'absinthe est devenue une boisson clandestine, dissimulée et livrée en toute discrétion dans des fontaines comme celle-ci. Nicolas Guiguer est la mémoire vivante de ce fameux breuvage. Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est artisanale. C'est pas une absinthe qu'on trouve dans le commerce. Moi, je cultive mes plantes moi-même. L'absinthe, c'est un élixir de jeunesse. Vous voyez, moi, j'ai 85 ans, je me porte comme un charme. Quand on a marché un bon moment, c'est très désaltérant. Mais il ne faut pas en boire 3-4, hein, parce qu'on ne finit plus la randonnée. Curiosité géologique à proximité du village, le creux du Vent forme un cirque rocheux d'environ 1400 mètres de large pour 200 mètres de haut. Cette réserve naturelle aujourd'hui protégée voit s'ébrouer les bouquetins de la région. En regagnant Bovresse, nous faisons la rencontre de Philippe Martin qui distille son absinthe dans un établissement historique, la Maison des Chats, bâtie en 1777. Dans l'absinthe, ça c'est une recette que j'ai eue de mon père, qu'il a eu lui-même de son oncle. On utilise 10 plantes, mais ici dans le jardin j'en cultive 4 qui sont la mélisse citronnelle, l'hysope, la grande absinthe et la petite absinthe. Dans le grenier, le séchoir encore en activité n'a pas bougé depuis la construction de la maison. Donc ça c'est la grande absinthe. Là, elle est dans le séchoir depuis presque une année. En fait ici, j'ai la chance d'être dans une bâtisse où les plantes étaient déjà séchées en fait, au début du 19e siècle. Donc je travaille encore à l'ancienne. Et les plantes restent entre 12 à 15 mois ici en haut. Et quand ils ont montré la grande absinthe, j'ai pas été invité. Ah non? Alors ici on se trouve dans la cuisine en fait, de ma distillerie. C'est l'emplacement où j'ai mes 2 alambics et c'est là qu'en fait je procède à ma production. Redevenue légale en 2005, la distillation d'absinthe doit toutefois se soumettre aux lois communes qui régissent la fabrication d'alcool. Plus haut, la Chaux-de-Fonds est connue pour son urbanisme horloger, qui lui a valu une place au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce haut lieu de l'horlogerie de précision voit se fondre ses ateliers dans les immeubles d'habitation. Près du lac de Neuchâtel, l'atelier de pendulerie de Thierry Amstutz réserve de belles découvertes. Avant nous, il y a eu les créateurs des pendules, ensuite il y a eu les restaurateurs de pendules. Celle que j'ai devant moi ici, elle a peut-être été restaurée une bonne vingtaine de fois. Depuis en tout cas, elle a 250 ans d'âge. On transmet, si vous voulez, les mécanismes plus loin. À Peseux, le village voisin, Vanessa Lecci est émailleuse sur cadran horloger, un métier d'art. L'émail à la base, c'est comme la composition du sable à peu près. Il y a du silice, il y a des oxydes et des métaux pour la couleur. C'est le charme de l'émail. C'est que dans un siècle, il sera exactement comme il sort de mon four.
Le Jura offre un spectacle de forêt et de lacs dont on ne saurait se lasser. Maria Luisa Wenger chérit par-dessus tout ses promenades autour de l'étang de la Gruère. Cette experte en plantes sauvages y cueille les aromates qui agrémenteront ses repas et trouve parfois de vrais trésors. Voilà, ici c'est le trèfle rouge. Beaucoup d'enfants le connaissent parce que on tire les fleurs et on suce et c'est sucré. Alors je les utilise pour par exemple paner du fromage frais ou les mettre dans une sauce dips. Ça c'est du plantain. On peut très bien le faire en pesto, mais on peut aussi l'utiliser du côté curatif parce qu'on l'écrase bien comme ça que le sucre sort un petit peu. Et si on a une piqûre de moustique ou d'ortie, on l'applique dessus et puis ça arrête tout de suite, ça calme les douleurs, voilà. Voilà, avec quelques fleurs de trèfle, on arrive à donner une touche un peu exquis à un fromage de chèvre et en plus, ça amène un petit goût sucré. Et voilà, un petit peu d'origan et ça a quel goût, mais c'est ce qu'on appelle aussi cumin, cumin des prés. Voilà, une rose de tête de moine farcie avec un fromage frais du Carouy et décorée avec une fleur de thym serpollet. Nous prenons à présent la route de Neuchâtel, établie depuis le Moyen-Âge sur les rives du lac éponyme. Toute proche de sa voisine française, cette ville à l'histoire mouvementée a fait partie un temps du territoire bourguignon, avant de passer sous contrôle allemand puis prussien et entra dans la Confédération suisse en 1814. De ce passé complexe, Neuchâtel a conservé un riche patrimoine architectural. La collégiale et son magnifique cloître datent du XIIe siècle. Le château qui domine la ville, siège du gouvernement, en est aussi un bel exemple. La tour de Diez s'est quant à elle convertie en galerie d'art. À l'est, la rivière Our entoure et protège la capitale Berne. Fondée en 1191, Berne a intégré dès 1353 la jeune Confédération suisse, devenant l'un des membres majeurs du nouvel État. L'héritage médiéval de la ville se lie à chaque coin de rue, comme la tour de l'horloge aussi appelée Zittglogge. La métropole est sans doute la seule capitale européenne où l'on peut se baigner en plein centre-ville et se laisser emporter par les courants frais de la Our. Tout au long de la cité, des piscines naturelles invitent en effet au plongeon. Le parcours s'étend tout de même sur 2 km. Les plus audacieux iront à la nage, les plus frileux à la rame, immergés dans un décor remarquable, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Autre joyau du canton de Berne, Gstaad est une des grandes stations huppées de Suisse, fréquentée par les têtes couronnées et les familles fortunées de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie européenne. Launen, le quartier sud, a été bien préservé. On y trouve d'anciennes maisons en bois et une belle église du XVIe siècle, caractéristique des villages de l'Oberland bernois. Les fermes, pour certaines vieilles de 600 ans, sont finement ornées de frises et de blasons. Au fil du temps, Gstaad est devenue une petite ville, dotée d'un centre piéton où seuls circulent les traîneaux tractés par des chevaux, emblématiques de la région. Sur les hauteurs du bourg, dissimulée derrière les palaces, une cave enterrée renferme un trésor local. La Molkerei est une grotte à fromage creusée dans un ancien réservoir d'eau.
et entièrement aménagé pour affiner les plus belles meules de la région. Le fromage d'alpage bernois se consomme en fines lamelles. Le temps de maturation, c'est minimum 18 mois. Et puis, à mon avis, le meilleur âge, c'est entre 2 et 3 ans. Alors, on peut dire que le fromage a vieilli jusqu'à 3 ans. Tout autour, les massifs font de l'œil aux skieurs aguerris. Mais les activités de plein air ne sont pas forcément la priorité de tous. Les vacanciers viennent également profiter du confort des chalets et savourer les spécialités de l'Oberland. Comme chaque année dans le canton du Valais, la commune d'Evolen organise un carnaval spectaculaire et tout à fait singulier. Les empaillés vont régner sur la rue principale. Donc voilà, ici on est dimanche de carnaval, en plein cœur d'Evolen. Et aujourd'hui donc on va assister à la sortie des empaillés. Les empaillés, c'est ces personnages immenses, remplis de paille, une trentaine de kilos, et qui vont essayer toute la journée de ressembler et d'amadouer les esprits de l'hiver qui sont responsables des maladies et des avalanches, pour essayer de les faire partir et puis de permettre au printemps de revenir. Étonnant pour l'œil profane, ce carnaval de montagne n'est pourtant pas isolé. Des historiens estiment l'origine de ces manifestations dès la préhistoire, où les premiers masques sont apparus. Durant l'âge de bronze, les peuplades celtes qui vivaient en Valais pratiquaient tout l'hiver de nombreux rituels destinés à faire fuir les mauvais esprits, protéger leur village des avalanches et encourager l'arrivée du printemps. Les masques sont sculptés à la main dans du bois d'Arol. Ils figurent les visages de diables, de vieux sorciers, parfois de simples humains et plus rarement d'animaux. Plus au sud, le col du Grand Saint-Bernard marque à 2473 mètres d'altitude le point culminant de la Via Francigena, tout près de la frontière italo-suisse. Ce passage obligé de la route des Alpes durant plusieurs siècles voit en l'an 1045 Saint Bernard d'Aoste fonder l'hospice du Grand Saint-Bernard. Tout l'hiver, c'est fréquenté par des gens qui montent ici, en ski de randonnée ou en raquette, ou alors si la neige est assez dure, encore à pied. Mais ça a toujours du sens et ça fait partie de notre mission ininterrompue depuis 1000 ans de rester ouvert à l'accueil et d'accueillir les gens qui viennent. Le trésor religieux de l'Église est un ensemble justement de pièces qui témoignent non seulement de la présence religieuse ici, mais du remerciement de beaucoup de personnes qui ont eu la vie sauve et qui ont confié justement soit un objet religieux en remerciement pour la vie sauve, parce qu'une vie sauve n'a pas de prix. À Martigny, la Fondation Barry élève ces fameux chiens de race Saint-Bernard qui ont sauvé tant de vies. C'est vrai qu'à la base, le Saint-Bernard était le compagnon des chanoines à l'hospice. Ils avaient ce rôle vraiment de protecteur dans un premier temps, mais aussi naturellement de sauveteur. Quand le mauvais temps arrivait, la neige, le brouillard, c'était vite compliqué pour les pèlerins ou toute personne qui était au col de se diriger. Les chiens naturellement allaient les accompagner, les chercher, les aidaient à retrouver leur chemin. Notre rôle, c'est vraiment de maintenir cet élevage, de maintenir cette race qui est devenue aussi donc, emblème national, l'animal national suisse. Prenons maintenant la direction du seul canton parfaitement italophone du pays, le Tessin.
La région est dominée par de grands lacs, dont l'un des plus connus est le Lugano, une étendue glaciaire de 35 km de long située entre le lac de Côme et le lac Majeur. Le Lago Maggiore, en italien, s'écoule entre le Tessin, le Piémont et la Lombardie. Autrefois simple village de pêcheurs, la séduisante Ascona s'est métamorphosée au siècle dernier sous l'influence d'intellectuels installés sur le Monte Verita qui la domine. Aujourd'hui devenue une station balnéaire, Ascona continue d'accueillir de jeunes chercheurs dans son école de sciences et des artistes de tout horizon qui enluminent les festivals de musique. À l'image du Léman, le lac Majeur est l'un des plus longs de la région, s'étirant sur 65 km sur une largeur qui n'en excède pas 5. L'histoire des îles de Brissago, qui campent sur le bassin, vaut le détour. En 1885, lorsqu'un couple fortuné en fit l'acquisition, leur terre couverte d'une végétation indigène clairsemée n'hébergeait plus que les ruines d'un ancien couvent. Après avoir restauré le monastère, les époux firent des parcelles abandonnées un jardin exotique en récoltant des plantes de tous les continents. L'île devient alors le centre d'une intense activité culturelle où se rencontraient toutes sortes d'artistes, peintres et sculpteurs, musiciens et écrivains. En 1930, un riche commerçant de Hambourg racheta à son tour les îles. Il y transforma une ancienne demeure du XVIIe siècle en villa de style néoclassique. Admiratif de ses prédécesseurs, il s'évertua également à faire prospérer la culture des plantes exotiques et ajouta quelques touches personnelles en faisant construire un quai de débarquement et un bain romain. Au nord du lac, la ville de Bellinzona est le point de départ des routes vers les cols du Saint-Gothard, du Lukmanier, du San Bernardino et du Nufenen. Cette position stratégique lui a causé de nombreux tourments tout au long de son histoire. Heureusement, le calme est aujourd'hui revenu et les visiteurs peuvent profiter des 3 châteaux qui font la fierté de la ville et dont l'UNESCO a reconnu la valeur patrimoniale. Les forteresses de Castelgrande, Montebello et Sasso Corbaro surplombent Bellinzona ceinturée d'une muraille protectrice. En gagnant de la hauteur, on atteint la vallée de Muggio, dont les paysages sont évocateurs de la rigueur de la vie en montagne. Mais c'est ici que l'on découvre le Zincarlin, un fromage de forme cylindrique au goût intense, disparu jusqu'à ce que s'en mêle Maria Luce Valtulini. Les fromages sont affinés en cave durant 2 mois. Ça, c'est du vin blanc avec un peu de sel. Je frotte le fromage avec ce mélange. Cela lui apporte une saveur supplémentaire. C'est très important pour le goût. Je vérifie aussi qu'ils aient belle allure et qu'il n'y a pas de traces de moisissure. À l'ouest du lac Majeur, la vallée d'Onsernone grouille de forêts et de gorges spectaculaires, mais aussi de villages champêtres comme Berzona, dont quelques habitants préservent la tradition du travail de la paille.
À l'époque de la culture du seigle, la paille servait à la fabrication d'objets artisanaux, en particulier de chapeaux qui partaient par bateau entier vers l'Amérique. L'association Pagliarte perpétue ce travail du tissage. 6 femmes se relaient pour confectionner une palette de produits variés en utilisant de la paille de riz en provenance de Florence. Dans la vallée voisine, le moulin de Vergeletto domine le village. On y produit encore aujourd'hui de la farina bona, une farine de maïs traditionnelle. Ilario Garbani, instituteur et meunier, l'a entièrement rénové. Je torréfie le maïs. C'est une tradition ancienne qui vient d'ici, de la vallée d'Onsernone. Dans cette vallée, le maïs pousse difficilement. Donc, il n'arrive pas toujours à maturité. On le torréfie pour le rendre comestible. Pour la suite des opérations, Ilario met le moulin à eau en route. C'est une opération très importante. Il faut qu'il y ait peu de graines qui tombent en même temps pour être sûr d'obtenir une farine très fine. C'est sur ce tableau emblématique d'un lac bordé de reliefs verdoyants que nous quittons à regret la Suisse, dont la fraîcheur des sommets, la chaleur des coutumes et la richesse du patrimoine architectural et culturel nous invitent déjà à revenir poursuivre la découverte.